Dans le ciel brûlant du Sahel, une simple rumeur de drones occidentaux suffit à transformer le Burkina Faso en zone d'alerte silencieuse. À Ouagadougou, chaque murmure sur ces appareils sans pilote ravive le souvenir des bases étrangères expulsées et réveille la peur d'un retour masqué de l'ingérence. Face à ce spectre venu d'Occident, comment Ibrahim Traoré peut-il défendre la souveraineté d'un pays que beaucoup, ailleurs, ne voient encore que comme une périphérie? Si ces drones franchissent la frontière invisible du ciel burkinabé, ce ne sera plus un test, mais un tournant pour toute l'Afrique. Ce récit promet de dévoiler bien plus qu'un affrontement aérien ou une rumeur amplifiée par les couloirs diplomatiques. Il expose la mécanique précise d'un pays placé devant un choix existentiel. Au cœur de cette tension se trouve un enjeu simple mais décisif. Comprendre comment un État d'Afrique de l'Ouest peut défendre sa souveraineté face à des puissances qui disposent de moyens technologiques, financiers et militaires immensément supérieurs. La suite apportera une clé de lecture stratégique en 10 à 12 mots, permettant de saisir pourquoi cette affaire dépasse largement le Burkina Faso et touche directement l'équilibre du Sahel. Mais derrière la rhétorique officielle et les déclarations enflammées, un détail crucial reste trop souvent absent du débat public. Ce pays, déjà fragilisé par les attaques djihadistes et l'isolement diplomatique croissant, peut-il absorber un choc supplémentaire sans basculer dans une spirale de confrontation durable? Cette interrogation ouvre une brèche que nous explorerons étape par étape avec des faits vérifiables, une chronologie claire et un micro-hook qui soulève la question essentielle. Que se passe-t-il vraiment lorsque le ciel d'un État souverain cesse d'être un sanctuaire? La première fissure apparaît lorsqu'une donnée, passée presque inaperçue, remonte dans les rapports sécuritaires. En moins de 12 mois, 3 alertes aériennes non identifiées ont été enregistrées près de la frontière nord. Et une seconde information, encore plus troublante, révèle que le Burkina Faso a doublé ses dépenses militaires entre 2022 et 2023, signe d'une préparation accélérée face à des menaces perçues comme imminentes. Ces deux éléments, mis bout à bout, constituent la mini-révélation qui change la lecture du dossier. Ils expliquent pourquoi le pays ne voit pas la rumeur de drones occidentaux comme un simple bruit de couloir, mais comme la continuation logique d'un cycle de pression extérieure déjà bien entamé. Dans cette atmosphère chargée, Ibrahim Traoré s'affirme comme le visage d'un tournant géopolitique où chaque intrusion potentielle dans le ciel burkinabé devient un signal politique lourd de conséquences. Pour saisir pleinement ce contexte, il faut revenir à 2022, année où tout bascule. Alors capitaine, Traoré renverse le gouvernement et expulse rapidement les troupes françaises, créant un vide stratégique que l'Occident interprète comme un affront direct. La fermeture des bases étrangères n'est pas seulement militaire, elle marque une rupture symbolique avec les décennies d'influence occidentale dans le Sahel. Cette décision déclenche un réajustement brutal dans les chancelleries européennes, déjà préoccupé par la montée d'alliances alternatives dans la région. Simultanément, le Burkina Faso doit faire face à des attaques djihadistes récurrentes, dont certaines zones frontalières sont désormais partiellement hors du contrôle de l'État. L'armée burkinabé, malgré la volonté affichée de reconquête, manque de moyens face à des groupes mobiles, bien armés et capables de frapper rapidement. Dans ce vide sécuritaire, la rumeur de drones occidentaux agit comme un catalyseur. Elle réactive le débat sur la souveraineté, réveille les tensions post-coloniales et renforce le message que le jeune président martèle depuis son arrivée au pouvoir. Ainsi, comprendre cette combinaison de faits, de chiffres et de tensions est essentiel pour appréhender la suite.
Car si le ciel devient un espace disputé, alors chaque incursion pourrait ouvrir une nouvelle séquence de confrontation ou de basculement. Pour comprendre comment cette crise aérienne s'inscrit dans la trajectoire du pays, il faut suivre ceux qui l'ont vu se former depuis le terrain, les officiers, les habitants du Nord et les analystes locaux qui ont observé, semaine après semaine, l'évolution d'un climat de tension devenu presque palpable. Le premier témoin clé est un capitaine stationné près de Djibo, qui raconte comment les patrouilles nocturnes ont doublé après qu'un écho-radar anormal a été enregistré en altitude moyenne. L'incident n'a jamais été revendiqué, mais sur le moment, l'armée a interprété cette anomalie comme un signe d'essai ou de reconnaissance. Pour les soldats déjà sous pression, cette incertitude a pesé lourd. Si l'espace aérien cesse d'être prévisible, alors le rapport de force change immédiatement. Le deuxième regard vient d'un commerçant de la région de Kaya, habitué aux routes instables et aux fermetures soudaines. Il décrit comment les discussions dans les marchés ont évolué. D'abord centrées sur les attaques djihadistes, elles se sont progressivement déplacées vers l'idée qu'un acteur extérieur pourrait intervenir par les airs. Cette perception, même non confirmée, a renforcé l'idée que le Burkina Faso se trouve au cœur d'un basculement géopolitique plus large. Quant aux analystes, ils soulignent que les décisions d'Ibrahim Traoré ont accéléré ce changement. En expulsant les forces étrangères, il a rendu au pays son autonomie stratégique, mais a aussi ouvert une phase où chaque mouvement aérien suspect devient symboliquement explosif. Au final, l'impact réel se résume en une question simple: qui contrôle le ciel? Tout commence par une étincelle discrète mais chargée de tension. La rumeur, portée par des sources locales et quelques relais régionaux, affirmant que des drones occidentaux pourraient bientôt opérer au-dessus du Burkina Faso. L'information n'est pas confirmée, mais elle suffit à bouleverser l'équilibre déjà fragile du pays. L'armée renforce immédiatement sa surveillance, les communications internes se resserrent et les premières réunions d'urgence se tiennent dans des salles sécurisées de Ouagadougou. Le gouvernement exige des clarifications diplomatiques, mais les réponses occidentales restent vagues, parfois même contradictoires. Cette hésitation nourrit un soupçon qui ne cessera plus de grandir. Le point de bascule arrive lorsqu'un second écho-radar, plus net que le précédent, apparaît sur les écrans d'une base militaire du Nord. Les techniciens notent une trajectoire rectiligne, une altitude stable, puis une disparition soudaine, trop rapide pour un appareil artisanal. L'événement déclenche une chaîne de réactions immédiates. Révision des patrouilles, mobilisation de plusieurs unités, demande de vérification satellite alliée. Dans les villages proches, la nouvelle circule avant même la confirmation officielle. Les gens parlent d'un retour des puissances étrangères, d'autres évoquent un avertissement silencieux. Le climat se durcit, la suspicion s'installe. C'est dans ce contexte déjà tendu qu'un discours décisif vient radicaliser la situation. Devant ses troupes, Ibrahim Traoré déclare que toute intrusion aérienne non autorisée sera considérée comme un acte hostile. Le ton ferme, l'intention sans ambiguïté. Le message se répand rapidement dans le pays et à l'étranger. Le Burkina Faso ne tolérera plus aucune forme d'ingérence. Les chancelleries occidentales réagissent avec prudence, affirmant vouloir éviter toute escalade, mais en coulisses, certains responsables évoquent la nécessité de protéger leurs intérêts stratégiques dans la zone sahélienne. Cette dissonance alimente une tension supplémentaire. Au sommet de la crise, la rumeur des drones cesse d'être un bruit lointain. Elle devient un élément central du débat public. Les plateaux télévisés régionaux enchaînent les analyses, les réseaux sociaux s'enflamment et la population burkinabé se divise entre ceux qui redoutent une intervention étrangère et ceux qui y voient une tentative de pression diplomatique. Les groupes djihadistes profitent de la confusion pour multiplier leurs
qui attendaient leurs incursions, testant les failles de l'État. Les forces armées réagissent, mais la dispersion des fronts complique les opérations. Lorsque le tumulte atteint son pic, le gouvernement active une série de mesures d'urgence. Déploiement de systèmes anti-drones récemment acquis, exercices tactiques accélérés, inspection des zones sensibles et communication publique renforcée. Les décisions rapides montrent une volonté claire d'éviter d'être prises au dépourvu. Pourtant, derrière chaque annonce officielle, un risque demeure. Si la menace est réelle, alors une confrontation est possible. Si elle ne l'est pas, le pays risque de se surarmer face à un adversaire fantôme. Puis vient la phase de retombée. Les écho-radars cessent pendant plusieurs semaines. Les rumeurs diminuent, mais ne disparaissent jamais totalement. Les forces armées restent en alerte, conscientes que l'incertitude peut être un instrument politique autant qu'une menace opérationnelle. Les diplomates burkinabés tentent d'apaiser la situation sans renoncer à la fermeté affichée. La population s'habitue à cette tension suspendue, comme si un événement invisible mais déterminant flottait au-dessus du pays. Au final, la séquence entière laisse une question irrésolue. S'agit-il d'une intimidation, d'un test ou du prélude à une intervention plus directe? La compréhension réelle de cette crise passe par trois mesures clés, toutes issues de sources locales et de rapports régionaux. Elles permettent de quantifier l'ampleur de la transformation sécuritaire du Burkina Faso depuis l'arrivée d'un nouveau leadership et d'évaluer si la rumeur de drones occidentaux s'inscrit dans un contexte plus large de recomposition stratégique. Première mesure, les dépenses militaires sont passées d'environ 200 millions à près de 400 millions de dollars entre 2022 et 2023. Cette hausse spectaculaire traduit une urgence ressentie au sommet de l'État et une volonté d'équilibrer un rapport de force désormais perçu comme asymétrique. Elle illustre aussi comment un pays sous pression cherche à combler un déficit capacitaire accumulé pendant plus d'une décennie. Deuxième mesure, plus de 300 millions de dollars ont été investis dans la modernisation de l'armée, incluant des systèmes anti-drones. Cette somme prouve que la menace aérienne n'est pas théorique mais considérée comme probable par les décideurs. Elle montre également que le Burkina Faso tente de transformer une armée terrestre en une force capable de dissuader toute incursion technologique étrangère. Troisième mesure, les attaques djihadistes ont diminué d'environ 20% dans certaines zones après la signature du pacte régional en 2023. Ce recul partiel témoigne d'un effet concret des coopérations militaires avec le Mali et le Niger. Il indique aussi que la pression sur l'État ne vient pas uniquement des groupes armés, mais également d'acteurs extérieurs qui suivent attentivement cette réorganisation régionale. Ces trois chiffres, mis en relation, créent un tableau différent de celui souvent relayé par les observateurs occidentaux. Ils montrent un pays qui n'agit pas sous impulsion idéologique mais sous contrainte stratégique. Le renforcement massif des capacités militaires ne vise pas seulement les groupes djihadistes, il répond à une perception élargie de la menace où toute intrusion, même non revendiquée, doit être interprétée comme un message politique. Cette dynamique explique pourquoi la rumeur de drone ne peut pas être considérée comme un simple bruit de fond. Elle s'inscrit dans un environnement où chaque mouvement aérien est évalué à travers trois filtres: la souveraineté, la dissuasion et la mémoire profonde des ingérences passées. Dans cette logique, Ibrahim Traoré apparaît non pas comme un acteur isolé, mais comme l'un des pivots d'un repositionnement géopolitique où le Burkina Faso revendique une posture nouvelle, celle d'un État qui entend contrôler pleinement son espace aérien, même face à des puissances disposant d'une supériorité technologique écrasante. Ainsi, les chiffres ne racontent pas seulement des dépenses et des pourcentages, ils révèlent un pays en pleine restructuration,
déterminés à éviter qu'un drone réel ou fantasmé devienne le point d'entrée d'une pression extérieure plus profonde. Deux visions totalement opposées s'affrontent lorsqu'il s'agit d'interpréter les décisions du Burkina Faso et la posture de fermeté adoptée face aux puissances étrangères. La première soutient que l'expulsion des troupes occidentales, la rupture des accords militaires et le refus catégorique de toute ingérence aérienne constituent un acte de souveraineté légitime. Selon cette lecture, la présence prolongée d'acteurs extérieurs n'a ni stabilisé durablement le Sahel, ni empêché l'expansion des groupes djihadistes. Au contraire, elle aurait créé une dépendance structurelle qui a paralysé pendant des années la montée en puissance des armées locales. Dans cette approche, le choix de rompre avec ce modèle représente une correction historique, rendue nécessaire pour que les États sahéliens reprennent le contrôle de leur sécurité collective. La seconde vision met en garde contre une conséquence plus sombre. Pour ses défenseurs, la fermeture des bases étrangères et l'isolement diplomatique risquent d'exposer le pays à un vide sécuritaire dangereux. Il souligne que certaines régions, déjà fragiles, ont vu une intensification des attaques après le retrait de l'appui occidental. Il rappelle aussi que les capacités de défense aérienne du Burkina Faso, malgré les investissements récents, restent limitées face à des technologies avancées. Selon eux, la fermeté affichée pourrait conduire à une impasse où un État déjà pris en étau entre djihadisme et contraintes économiques se retrouve seul face à des menaces multiples. La réponse nuancée se trouve dans les faits disponibles. Depuis 2023, les coopérations régionales avec le Mali et le Niger ont permis une baisse significative des attaques dans plusieurs zones frontalières, signe que la stratégie de mutualisation n'est pas dénuée d'efficacité. Les investissements anti-drones et la réorganisation militaire traduisent un effort réel pour combler les lacunes laissées par les départs occidentaux. Ibrahim Traoré évolue donc dans un paysage où chaque choix comporte un risque, mais où l'ancienne configuration n'offrait plus les garanties qu'elle prétendait fournir. Ainsi, le débat ne se résume pas à avec ou sans l'Occident. Il repose sur une question plus profonde. Quel modèle de sécurité peut réellement assurer la souveraineté d'un pays attaqué sur plusieurs fronts? Le tournant arrive maintenant. Un détail, longtemps ignoré, prend soudain une importance déterminante. Lors des préparatifs militaires diffusés par les médias nationaux, un plan d'implantation anti-drone apparaît brièvement sur l'un des écrans derrière les officiers. Rien d'explicite, aucune mention officielle, mais la disposition laisse entrevoir une anticipation claire d'une menace aérienne venue de l'extérieur. Cette image, captée en quelques secondes, circule ensuite sur les réseaux locaux, où elle déclenche une vague d'interprétation. Certains y voient la preuve que le gouvernement dispose d'informations non divulguées. D'autres pensent qu'il s'agit d'un message volontaire destiné à montrer que le pays ne sera plus pris de court. Ce qui change tout, c'est que cette fuite visuelle révèle un État qui se prépare activement, non pas dans la rhétorique, mais dans les infrastructures elles-mêmes. Ibrahim Traoré, sans commenter l'incident, adopte dans les jours suivants un discours plus tranchant, insistant sur la nécessité de protéger chaque centimètre du ciel burkinabé. Cette évolution suggère que le midpoint n'est pas une surprise soudaine, mais la confirmation d'une stratégie pensée en amont. Dès lors, la question n'est plus de savoir si une incursion aérienne aura lieu, mais comment le pays réagira lorsqu'elle surviendra. Les répercussions concrètes de cette crise se manifestent simultanément sur plusieurs plans, chacun révélant une facette différente de la transformation du Burkina Faso. Pour saisir pleinement l'ampleur du défi, il faut observer l'impact sur 4 cercles essentiels: la population, la défense nationale, l'économie et enfin la dynamique régionale. En ce qui concerne la population, dans les quartiers de Ouagadougou comme dans les villages du Nord, la perception du risque a changé.
Les discussions basculent progressivement de la peur des attaques djihadistes vers la crainte d'une intervention aérienne étrangère. Plusieurs témoignages indiquent même que les rumeurs de drones, même non confirmées, ont ravivé les souvenirs d'ingérences passées. La figure d'Ibrahim Traoré, souvent évoquée dans ces échanges, devient un repère émotionnel fort. Pour certains, un rempart, pour d'autres, une source d'inquiétude face à l'escalade. Pour ce qui touche à la défense nationale, les forces armées repensent leur organisation en profondeur. Les systèmes anti-drones nouvellement acquis sont déployés autour des axes jugés sensibles. Les coopérations régionales, déjà fructueuses, avec une baisse d'environ 20% des attaques dans certaines zones, servent de base pour renforcer les stratégies de surveillance. Les unités opérant dans le Nord ont reçu des consignes plus strictes concernant tout éco-radar inhabituel. Cette militarisation accrue montre un pays qui tente de bâtir une dissuasion crédible malgré des moyens limités. S'agissant de l'économie, le climat d'incertitude pèse sur plusieurs secteurs. Les investisseurs étrangers hésitent à s'engager sur le long terme, redoutant une escalade qui isolerait davantage le Burkina Faso. Les dépenses militaires, passées de 200 à près de 400 millions de dollars, réduisent l'espace budgétaire disponible pour les projets civils. Le secteur minier, pilier de l'économie, fait face aux risques accrus liés aux menaces sécuritaires. Cette situation ne conduit pas à un effondrement immédiat, mais fragilise les marges de manœuvre du pays à moyen terme. Pour ce qui est de la région, les pays voisins observent la situation avec une attention croissante. Le Mali et le Niger renforcent leur pacte sécuritaire avec Ouagadougou, voyant dans cette crise aérienne une extension logique du bras de fer post-colonial. Les, chan- les chancelleries occidentales, quant à elles, adoptent une posture ambiguë, oscillant entre prudence et inquiétude face à un bloc sahélien plus affirmé. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît comme l'un des symboles les plus visibles d'une dynamique panafricaine émergente. Ces quatre cercles montrent que la crise dépasse largement le cadre d'un signal radar ou d'une rumeur. Elle transforme profondément la société, l'armée, l'économie et l'équilibre régional. Les prochains mois s'annoncent décisifs pour le Burkina Faso, car la crise aérienne ne peut plus être considérée comme un simple épisode isolé. Trois trajectoires plausibles se dessinent, chacune structurée par les tensions régionales, les capacités militaires renforcées et l'incertitude géopolitique qui entoure les puissances extérieures. Dans un premier scénario, stabilisation prudente. Le pays maintient une vigilance élevée sans basculer dans la confrontation. Les systèmes anti-drones récemment déployés dissuadent toute tentative d'incursion, tandis que les coopérations avec le Mali et le Niger consolident une défense régionale plus cohérente. Nos signaux radars restent sporadiques, mais aucun incident majeur n'est enregistré. Ce scénario repose sur une dynamique d'équilibre fragile. Le Burkina Faso s'affirme mais évite l'escalade. Les, les tensions persistent, toutefois contrôlées. Dans une perspective optimiste, consolidation souveraine. Les alliances sahéliennes produisent des effets tangibles. La chute d'environ 20% des attaques dans certaines zones ouvre la voie à des opérations conjointes plus efficaces. Les rumeurs de drones s'estompent grâce à une communication plus ferme et à une diplomatie ciblée. Le pays parvient à sécuriser une partie de son espace aérien et gagne en crédibilité internationale. Dans cette perspective, la posture de fermeté adoptée depuis 2022 se transforme en levier politique. Ibrahim Traoré apparaît alors comme l'architecte d'une stabilisation nouvelle reposant sur une autonomie stratégique affirmée. Dans une perspective pessimiste, confrontation ouverte, une incursion aérienne, réelle ou perçue, déclenche une réaction militaire immédiate.
La situation dégénère et les attaques djihadistes profitent du chaos pour se multiplier. Les partenaires occidentaux adoptent une ligne dure, menaçant de sanctions, ce qui fragilise l'économie déjà affectée par l'augmentation des dépenses militaires. Le climat social se tend, le pays s'isole davantage et le pacte sahélien peine à contenir l'onde de choc. Ce scénario, bien que non inévitable, montre les conséquences d'une escalade incontrôlée. Lire ces trois scénarios demande un principe simple: évaluer non pas ce qui est probable, mais ce qui serait le plus lourd de conséquences. Cette logique permet de comprendre où se jouent réellement les marges de manœuvre du pays. La crise qui se joue au Burkina Faso dépasse largement les frontières du Sahel. Elle touche différentes catégories de personnes, chacune percevant cette situation à travers un prisme particulier, façonné par ses propres attentes et inquiétudes. Groupe A: les jeunes Africains. Ils voient dans cette lutte un miroir de leurs aspirations. Pour beaucoup, l'idée de souveraineté résonne comme un acte fondateur, une manière de rompre avec un héritage colonial perçu comme persistant. Les discours sur l'autonomie stratégique renforcent ce sentiment d'émancipation. Certains jeunes considèrent même que ce qui se passe au Burkina Faso pourrait devenir un modèle pour une génération qui refuse d'être définie par les mêmes contraintes que celles de leurs parents. Groupe B: les observateurs internationaux. Ils suivent ces événements avec un mélange de prudence et de perplexité. Les analystes redoutent une escalade qui pourrait déstabiliser toute la région, tandis que d'autres saluent l'affirmation d'un bloc africain plus confiant. Les institutions internationales, quant à elles, cherchent encore comment ajuster leur lecture géopolitique, tant la configuration sahélienne échappe désormais aux cadres habituels. Groupe C: les citoyens du Sahel. Ils vivent quotidiennement les conséquences de ces tensions. Pour les habitants des zones frontalières, chaque rumeur d'incursion aérienne se traduit par une peur immédiate. Les commerçants s'inquiètent pour leur route d'approvisionnement, les familles pour leur sécurité et les agriculteurs pour la stabilité de leurs terres. Ces préoccupations concrètes donnent à la crise une dimension intime, bien au-delà des discours officiels. Chaque groupe, à sa manière, révèle que cette situation n'est pas un simple enjeu d'État. Elle touche à la manière dont chacun imagine son avenir dans une région où la souveraineté est devenue une question vitale. La sortie de crise ne peut reposer sur un seul levier. Elle doit s'appuyer sur une architecture d'action coordonnée, mesurable et réaliste, capable de répondre à la fois aux enjeux sécuritaires, diplomatiques et économiques du Burkina Faso. C'est dans cette logique qu'émerge une feuille de route en 4 étapes, pensée pour consolider la résilience du pays tout en préservant sa souveraineté. Dans une première étape, sécurisation aérienne immédiate, l'armée doit continuer à renforcer les systèmes anti-drones déjà déployés. Les unités opérationnelles doivent recevoir une formation spécifique programmée sur 6 mois, permettant d'identifier et d'intercepter toute intrusion suspecte. L'indicateur clé sera la réduction du nombre d'alertes non confirmées dans les zones sensibles. Dans une deuxième étape, consolidation des alliances sahéliennes. Le pacte sécuritaire avec le Mali et le Niger doit être élargi à la surveillance aérienne. Des patrouilles conjointes doivent être planifiées trimestriellement, assorties de rapports publics synthétiques. Le succès sera mesuré par la baisse des incursions djihadistes dans les corridors frontaliers. Dans une troisième étape, rééquilibrage diplomatique panafricain. Le gouvernement doit engager un dialogue renforcé avec l'Union africaine et plusieurs États du continent. L'objectif est de créer une enveloppe politique collective capable de contrer les pressions extérieures. La métrique principale sera l'obtention d'au moins 3 accords de soutien formalisés. Dans une quatrième étape, stabilisation économique interne. Un plan de diversification
piloté par un comité mixte. État-secteur privé doit orienter les investissements vers l'agriculture, l'énergie locale et les infrastructures. L'impact sera mesuré par une croissance soutenue malgré les tensions régionales. Ibrahim Traoré devra articuler cette stratégie comme un prolongement direct de la quête de souveraineté. Dans cet ensemble cohérent, chaque étape consolide la suivante. Dans le souvenir du capitaine de Djibo, celui-là même qui, dans le nord, avait observé le premier écho-radar suspect au-dessus des lignes, l'épisode semble désormais annoncer tout ce qui allait suivre. Son témoignage, discret mais déterminant, revient comme un fil conducteur dans cette crise où chaque détail visuel, chaque anomalie aérienne révèle un pays en pleine métamorphose. Ce retour au terrain rappelle que la souveraineté ne se joue pas seulement dans les discours officiels, mais dans les nuits de veille, les patrouilles silencieuses et les anticipations techniques de ceux qui vivent à la frontière du danger. Ibrahim Traoré, dont la voix a souvent résonné dans les moments clés, incarne cette volonté de tenir la ligne, même lorsque la pression extérieure devient étouffante. À travers ce récit, une idée persiste. Le destin d'un pays peut parfois se lire dans un signal presque imperceptible. Un ciel n'est jamais neutre. Le chemin parcouru par le Burkina Faso résonne bien au-delà de ses frontières. Ce qui se joue ici dépasse la simple confrontation stratégique. C'est une réflexion collective sur la place qu'une nation peut revendiquer dans un monde où la puissance technologique et l'influence politique semblent si souvent réservées aux mêmes acteurs. Les tensions autour de l'espace aérien, les alliances sahéliennes et les débats sur la souveraineté ouvrent une fenêtre rare sur les aspirations profondes d'un continent longtemps contraint. Pour celles et ceux qui suivent cette histoire, une certitude se dégage. Les choix bêta d'un pays peuvent devenir le symbole d'une génération entière. Ils montrent qu'un État, même confronté à des défis immenses, peut chercher à redéfinir les termes de son rapport au reste du monde. L'avenir reste incertain, mais il appartient aussi à ceux qui acceptent d'en débattre, de s'y engager et d'en comprendre les enjeux. Alors, jusqu'où l'Afrique peut-elle aller pour défendre sa souveraineté?